pourquoi ma fille elle est morte, pourquoi mes frères sont morts, pourquoi mon cousin est mort, pourquoi ma voisine est décédée avec ses enfants. Il fallait attendre autant de morts, autant de drames pour qu'on soit relogé. Je voudrais le savoir, je veux savoir. Fatouma Diarra a 20 ans. Elle est l'une des rescapées des incendies de l'été 2005 à Paris. Dans la capitale, le coût élevé des loyers et la spéculation immobilière poussent aux pires aberrations. Fatouma et sa famille vont être les victimes parmi bien d'autres de la crise du logement. Cet été-là, les incendies du boulevard Vincent Auriol dans le 13e arrondissement et de la rue du Roi Doré dans le 3e causent la mort de 24 personnes dont 18 enfants. Des immeubles insalubres où s'entassaient principalement des Français d'origine malienne, tous en situation régulière. Fatouma Diarra élevait seule son enfant, elle a perdu sa fille de 4 ans et ses 7 frères et sœurs. J'avais jamais affronté la mort en réel. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est pas vrai. Et la dame elle vient après-midi d'aller regarder les corps. J'ai dit non, j'ai refusé catégoriquement et tout. Non. Les flammes ont surpris les 130 habitants de cet immeuble dans leur sommeil. L'alerte est donnée peu après minuit et très vite, d'importants moyens sont envoyés sur place. 210 pompiers sont mobilisés pour maîtriser un feu particulièrement violent qui a rapidement embrasé ce bâtiment de 6 étages. Pris au piège, des sinistrés se sont précipités vers les fenêtres en attendant l'arrivée des secours. Leurs cris ont glacé d'effroi les témoins qui ont assisté au drame, impuissants. 17 habitants ont péri dans l'incendie, asphyxiés ou brûlés. 14 d'entre eux étaient des enfants. J'ai tout perdu. J'ai perdu 9 personnes. J'ai perdu même pas 9 personnes, j'ai perdu des 17 personnes. Parce que je les ai connues comme si c'était des gens de ma famille. Quatre mois avant le drame, Fatouma avait alerté les médias pour dénoncer les risques d'incendie dans un reportage du journal télévisé consacré aux immeubles insalubres dans la capitale. Humidité, fissures, l'insalubrité est telle que les rats ont même élu domicile dans les appartements. Un appartement intermédiaire en attendant un HLM. Depuis, chaque année, ils renouvellent leurs demandes sans succès. Et ça fait 14 ans que ça dure. Loyer, 400 € par mois, dont 200 de charges. Pour eux, nous on est des sauvages, on vit en communauté, pour les laisser que c'est pas ça du tout quoi. C'est pas ça du tout, on cherche un logement et que la mairie elle s'en fiche complètement de cet appartement. Mais aujourd'hui, les habitants craignent pour leur sécurité et redoutent un incendie. Là on a eu le feu dans l'immeuble, on a eu des crises de feu 2 fois de suite. 2 ou 3 fois de suite. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés et ça n'a pas pris l'escalier, mais je sais pas, un jour ou l'autre, si ça prend l'escalier, on va être vraiment dans la merde. Un avertissement tellement troublant que la police ira jusqu'à suspecter Fatouma elle-même, dont la fille est décédée dans l'incendie, d'avoir mis le feu à l'immeuble. Car rapidement, l'origine criminelle ne fait plus de doute. Selon les premières constatations des pompiers et de la police scientifique, l'endroit où a pris l'incendie était dépourvu de tout câblage électrique, ce qui semble écarter l'hypothèse d'un court-circuit. J'ai été interpellée par la police. Pourquoi? Pour la brigade criminelle pour ma déposition. J'étais assise dans ce bureau et il était en train de me poser des questions. Je fais monsieur. Il avait ses porte-clés, il y avait 2 photos sur ses porte-clés. Je lui ai demandé si c'était des enfants, il m'a dit oui. C'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à voir les larmes. Je disais que j'avais perdu tous les jeunes enfants, tous les jeunes de ma famille. 80 rescapés, dont 20 enfants, sont momentanément installés dans un gymnase du quartier et pris en charge par la Croix-Rouge. La France est sous le choc. Membres du gouvernement et élus, visiblement très émus, apportent leur soutien. Des familles très éprouvées et pour cause. Quand vous voyez une maman qui a perdu tous ses enfants,
La communauté malienne, très touchée, prendra à partie le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, sur le problème des logements insalubres à Paris. C'est trop tard, suivez le ministre, c'est trop tard. C'est trop tard, mais on dit ça quelque chose avant. Six semaines. Il aura fallu attendre 6 semaines pour que les 17 corps calcinés du boulevard Vincent Auriol soient identifiés et rendus aux familles. Le choix des Diarra a été de ramener les corps des enfants au pays pour les enterrer au village dont ils sont originaires. Fatouma a accepté que nous la suivions pour son premier voyage au pays, en hommage à sa fille et à toutes les victimes. Dans l'avion qui amène Fatouma au Mali, 9 cercueils, dont celui de sa fille Niamé, 4 ans, et ses 7 frères et sœurs âgés au moment du drame de 2 à 13 ans. Accompagnée par la communauté jusqu'à l'aéroport, elle est finalement seule à partir pour enterrer les siens. Son père, grièvement blessé suite à l'incendie, est encore hospitalisé. Sa mère est restée à Paris à ses côtés. Je repars aujourd'hui dans mon pays de naissance avec le corps de ma fille. Il y aura un accueil chaleureux, il y aura ma sœur. Je suis impatiente de la voir, qu'il y aura beaucoup de monde. J'en sais rien. J'ai peur même. J'ai peur comment réagir là-bas. Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Ça fait plus de 17 ans que je suis en France. Et c'est un pays que je ne connais pas. J'ai peur. À Bamako, capitale du Mali, les cercueils et les familles sont attendus par les membres du gouvernement. On entend dire que le Premier ministre aurait même hésité à décréter un deuil national. Un imam prononce les premières prières pour accueillir les cercueils des enfants sur le sol malien. Toutes les familles sont originaires de la région de Kaï, à quelques 500 km au nord-ouest de Bamako. Il faut reprendre l'avion pour atteindre enfin l'une des régions les plus pauvres de l'Afrique. Des milliers de Maliens de toute la région sont venus accueillir les corps à Yélimane, le village d'origine de la famille Diarra. Tous sont venus des villages environnants, ils sont tous venus. Les parents, les proches, tout le monde est là aujourd'hui. Nous avons le cœur vraiment pincé, nous avons le cœur pincé parce que surtout il y a à 2 km, il y a le village même qui est là-bas. Vous allez voir plus de monde. Vraiment la population a le cœur serré. En témoignage de leur solidarité, ils seront présents durant cette longue journée de recueillement. En plus de la douleur, Fatouma se retrouve seule face à des rites et des gens dont elle ignore tout, même si elle parle les 2 dialectes de la région. Ça suffit, non?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La femme n'assiste pas à l'enterrement parce que la douleur est trop forte et les pleurs et les cris. Pendant l'enterrement, ils font des prières à faire. Et chez les musulmans, pleurer n'est pas bon pour le corps. Il faut prier pour lui, prier pour la paix soit sur son âme. Nous serons donc seuls, sans Fatouma, à assister à l'enterrement des enfants. Ça, c'est le village de mon père. Ouais, mon village où je suis née. Que je connais pas. Tu es né ici? Je suis née ici. Je me suis toujours sentie malienne. Quand j'étais à Paris aussi. Même là, je me sens malienne, autant malienne que française. En voyant cette fille retourner au pays, j'ai eu le sentiment qu'elle accompagnait plutôt la famille qu'elle-même. C'est ce sentiment que j'ai eu. Elle est venue dans le pays de ses parents. Elle a voulu que son fils revienne sur la terre de ses ancêtres. Mais j'ai eu le sentiment que, personnellement, que Fatou n'était pas chez elle. C'est le sentiment premier que j'ai eu, parce qu'elle n'a de malienne que de couleur peut-être, et d'origine de ses parents. Je ne mens pas, j'arrive pas à me placer. Je ne sais pas où me mettre. Je mens pas, je ne sais pas où me mettre. À quel plat me foutre. Parce que là, j'ai pas mes repères. Franchement, moi, mes repères, c'était surtout ma mère. Elle n'est pas là. Parce que je sais pas comment prendre les gens, je les connais pas. Moi, j'ai ma façon de vivre. Ma façon de vivre, je sais pas si je leur fais mal en parlant. Je sais pas si mes mots sont placés, mais j'essaie de discuter avec eux, de les connaître. Preuve de l'émotion suscitée, le journal télévisé de l'ORTM, la télévision nationale malienne, ouvre son édition du soir avec les enterrements et l'annonce du soutien financier apporté par l'État aux familles. 9 Maliens décédés dans les incendies de Vincennes, Auriol à Paris ont été inhumés ce matin à Yélimane et à Wologuela, leur village paternel. La cérémonie a eu lieu en présence de 4 ministres. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Nando Dambélé, Abdrahman Keita. Pour marquer sa solidarité à l'endroit des familles endeuillées, le gouvernement leur a offert une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Pour sa part, l'association des municipalités du Mali a contribué à hauteur de 300 000 francs CFA. Là, ils sont en train de décider qui est-ce qui va avoir les parts de ce qu'ils ont donné aux enfants là.
aganya mo be usu atu ana mude agiro ke madun kanu bana ne parce que ara bonno wakati gunu ni gunu kiendi me angara golle be dabari jaranuari anga yilerni na lido jamake batenga jaranuari taga ku ke gari mo be jarangari to gondi mo be iga kunyen la détail sasa me na hanta kenga. C'est à l'occasion de l'attribution des dédommagements aux familles des défunts que Fatouma, la Parisienne, aimerait se faire entendre. Ça me fait mal, ça, j'ai envie de parler. Parce qu'il y a des choses que moi je parle beaucoup avec mon père. Je voudrais parler, prendre la parole, m'exprimer là. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, c'est question de respect. Chez nous, il n'y a que les vieux qui parlent, les pères, les vieux, les femmes, surtout les femmes. Les femmes, ils n'ont même pas le droit à la parole. Les garçons, ça passe. Même mon frère n'a pas trop le droit à la parole. Moi qui est la plus jeune et tout, c'est moi la grande gueule, mais bof, je peux pas parler. Ça m'énerve. Même si elle parle, personne va l'écouter. C'est les vieux qui décident, c'est eux qui disent tout. C'est tout. Point à la ligne, basta. Non mais c'est vrai, je suis trop envie de parler. J'ai trop envie de parler. Même si parce qu'ils sont en train de gâcher si elle avait parlé, ils vont lui dire qu'elle leur a manqué de respect. Ça manque de respect si elle a parlé. Tu parles, tu te fais pas rentrer dedans, mais ils vont tellement t'insulter et ils vont te maudire et tout. Moi, cet argent, moi je veux qu'ils donnent aux gens, ils mangent. Là, ils ont faim. Ils ont faim ici, là. Ils mangent pas leur faim. Donnez-leur. Même les animaux sont secs. Regarde. Pendant un mois, je voudrais découvrir le quotidien des femmes. Je voudrais découvrir ce qui a été le quotidien de ma mère, en fait, et de mon père. Là, je fais la cuisine, là. La cuisine aujourd'hui, c'est moi qui vais préparer le repas ce soir. Mais la plupart des choses qu'ils savent faire, je sais le faire autant. Ma mère m'a appris. Mais ils ne me font pas confiance. Donc, quand je vais faire quelque chose, quand je vais laver quelque chose à la main, elle me dit non, là, je vais le faire. Quand je vais prendre de l'eau, elle me dit non, je vais le faire parce qu'elle ne me sent pas capable. Elle me dit non, elle est européenne, elle a connu la vie européenne, elle ne pourra pas faire ça et tout. J'essaie de prendre l'initiative de le faire, mais des fois, elle me dit non. C'est comme le poisson, j'étais en train de laver le poisson. Pour eux, je ne pouvais pas laver le poisson et je l'ai lavé pourtant. Voilà. Sur les traces de son histoire, Fatouma apprend les gestes ancestraux des forgerons, le métier de la famille Diarra de père en fils depuis toujours. Là, il fait des couteaux en fait pour le village. C'est lui qui fait les marteaux, il fait les haches, tout ce qu'ils ont fait pour cultiver. Forgeron, c'était donc la profession qu'exerçait le père de Fatouma avant de partir pour la France en 1978. Et ton père, tu l'imagines avoir fait ça avant de venir en France? Bah oui, parce que je l'ai vu faire en France. Ils avaient un atelier en France, ils faisaient... Mais c'était pas comme ça, eux maintenant ils avaient la machine et tout. Mais ça c'était vraiment à l'ancienne, ça c'est depuis avant. Il y a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets entre père et fils. On ne le sait pas parce que nous on est des familles, je sais qu'il y a beaucoup de secrets que je voudrais savoir mais ils veulent pas. Curieuse de tout, Fatouma trouve en fin de compte très rapidement sa place au sein du village. Moi j'ai envie de la prendre celui-là. Attendez, je vais taper le fer. Attends, d'où Nanya? Voilà, ya. Dans le paquet. Attends. On fait comme ça là. Voilà. Voilà. Vas-y. Voilà. 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 Des fois on fait comme ça. Voilà. J'ai jamais touché un animal. Attendez, je vais voir. Bara mani gidan Kana iya guna da katin yan bakari. Mina nan ya kata ko ba. Non, c'est pas comme ça. Aïe, aïe, voilà. Moi, c'est comme ça. Ana yana plus.
Merde. Ça sort pas. Attends, ça sort. Voilà. J'ai sorti du lait. Voilà. Ouais, c'est difficile, je l'ouvre comme ça, mais c'est difficile ça. Leur vie, elle est difficile. Hein. T'avais autant de linge, les prendre sur la tête, le linge mouillé, ça fait mal à la tête ça. Ça, c'est mon cœur. Le t-shirt, c'est mon cœur. C'est tous mes frères, mes sœurs. Mes amis, leurs enfants, ma fille que je dirais à la fin. Ça, c'est mon cœur. Tout ce que j'ai perdu ce 26 août, tous les gens que j'ai perdus ce 26 août. Ce t-shirt, c'est ma vie, ça. Après 3 jours, elle peut enfin se rendre pour la première fois sur la tombe de sa fille. Elle est accompagnée par l'imam du village. Ils sont venus rejoindre leur terre. La terre de leurs ancêtres. Il m'a dit d'arrêter de pleurer. Pour ma fille, c'est la terre où je suis née. Et je suis contente qu'elle repose là. La tradition veut que l'on aille rendre visite à la famille pour recevoir les condoléances de chacun. Fatou part donc rencontrer les siens dans les villages alentours. Chez nous, musulmans, on dit toute personne qui décède dans un incendie, c'est directement le paradis. Bon, c'est vrai que c'est triste, mais c'est aussi une bonne chose pour ceux qui sont partis, y compris aussi leurs parents, parce qu'ils ont perdu la vue dans du feu, et c'est le paradis direct. Ils sont au paradis, c'est important pour moi. Ils n'ont pas de mal là-bas où ils sont.
Pour moi, Fatou a cette sérénité. Dans son malheur, on a le sentiment qu'elle n'est pas malheureuse parce que tout simplement c'est dû à notre culture, à nos traditions. Cette solidarité ambiante où elle a été entourée depuis maintenant 1 mois et demi. C'est tout ça qui fait que Fatou a le sentiment d'équilibre. Dans cette région de Caille, l'émigration vers la France est devenue une tradition depuis de nombreuses années, comme le racontent les anciens, garants de la mémoire du village. L'immigration intensive a commencé avec les années de sécheresse. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas à manger ici. Donc, si tout le monde reste, ainsi que les vieux et les vieilles, plus les jeunes, les bras valides, tout le monde va mourir de faim. C'est pourquoi les jeunes ont décidé d'aller souffrir ailleurs pour que la famille puisse vivre. Et il dit présentement ici, tout le monde dépend de l'aide que les immigrés envoient. Donc le pays vit, la contrée vit grâce aux avoirs des immigrés. Tous les bras valides, tous ceux qui sont en âge de travailler, d'apporter quelque chose, vont à l'étranger. C'est aussi un pays de tradition voyageur. Parce que c'est composé en majorité d'ethnie soninké, on dit Sarakolé, où le voyage est presque un rituel chez nous. Arrivé à un certain âge, on vous pousse à l'exode, on vous pousse au voyage. Les hommes qui restent dans les villages, souvent, c'est vrai que c'est malheureux à dire, comme on dit, parfois ils peuvent être dépréciés parce que tout simplement, pourquoi les autres sont partis, tu n'es pas parti. Donc c'est aussi une forme d'humiliation personnelle et on a le sentiment de ne pas être comme les autres. Du coup, ces villages de la région de Caille sont effectivement des villages de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Au mieux, les hommes reviennent quelques semaines par an pour repartir aussitôt gagner l'argent qui fera vivre la famille. Une aide cruciale pour le développement économique, comme nous le confirme un des membres de la délégation venue de Paris avec Fatou. Vous avez vu les addictions d'eau un peu partout. Vous avez vu les centres de santé, les écoles. C'est à la sueur de ceux qui sont à l'immigration. Des gens qui travaillent à Paris. Des gens qui travaillent à Paris et ailleurs. Vous savez, les Maliens qui vont en France, ils n'y sont pas parce qu'ils vendent de la drogue. Ils ne vivent pas de drogue. Ils ne vivent pas de délinquance. Ce sont des citoyens honnêtes qui veulent vivre de leur labeur, qui ne cherchent qu'à travailler, qui ne cherchent qu'à être logés et qui ne cherchent qu'à être utiles, utiles à eux-mêmes, utiles à leur famille, utiles à leur pays d'origine, mais également utiles au pays d'accueil. Après 6 jours dans son village familial de Guélimané, Fatouma repart à Bamako rencontrer d'autres membres de sa famille. Le Mali, colonie française jusqu'en 1959, compte aujourd'hui un bon million d'habitants dans sa capitale. C'est une ville en pleine expansion depuis les années 80, grâce aux travailleurs maliens en France qui envoient chaque année pas moins de 180 millions d'euros au pays.
Le père de Fatouma, comme beaucoup de chefs de famille exilés à l'étranger, a fait construire à Bamako une grande maison habitée par les siens. Ça va? Ça va? Ça, c'est la maison à mon père. Mais à côté, dans la maison même, il y a des boutiques qui louent aux gens. Il a fait beaucoup de boutiques et il les loue aux gens, en fait. Grâce à l'argent gagné en France, il a également fait construire un salon de coiffure, une épicerie et une forge, autrement dit une bijouterie. Là, la chose qui est la plus importante, c'est la forge. Bonjour. Lui, c'est mon neveu. C'est le petit-fils de mon père, en fait. Je voudrais bien reprendre le salon de coiffure de mon père. Parce que comme je travaillais déjà dans le salon à Paris, je sais faire de la coiffure. Je voudrais bien un jour reprendre et tout. Donc tes parents, ils sont propriétaires, quoi. Oui, ils sont riches. Oui. Riches, modestement. Pauvres en France, ces familles sont effectivement considérées comme aisées au pays, mais à quel prix? Malien habitant à Paris, le vice-président du Haut Conseil des Maliens de France connaît les problèmes que rencontre sa communauté et plus largement celui de la crise du logement. Moins on s'occupe de problèmes de ces gens-là, plus on développe la marginalisation, plus on développe la colère, plus on développe des rancœurs. Et c'est là que nos jeunes ne comprendront plus. Parce que pourquoi moi, mes parents sont dans ces conditions-là, pourquoi les parents de Dupont sont dans d'autres conditions? Ça crée une société à plusieurs vitesses. Et ça crée de la colère, de l'amertume, et ça crée une société avec une soupape. Et nous craignons qu'un jour que cette soupape explose et que la société française soit mise devant une situation comme nous avons connu aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que je ressens. La France n'est donc plus considérée au Mali comme un Eldorado. Tous ont entendu parler des dures conditions de vie à Paris. Beaucoup ont perdu leurs illusions. Dans ces villages-là, on entend parler de la France comme un pays ami. Et quand, vous savez que la France aime les enfants, le Mali aime les enfants. Et quand ce sont ces enfants-là qui reviennent entre quatre planches, comme vous le dites, on ne le comprend pas. On voudrait se poser des questions, s'interpeller. Et cela reste un goût d'amertume. Il faut le dire, il faut être honnête. Et je ne mettrai pas vraiment de gants pour le dire comme cela est ressenti. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Les Maliens savent aussi qu'à côté de tout ça, de tous ces problèmes, il y a des Français aussi qui sont pour le Mali, qui se battent pour le Mali, qui viennent ici pour les jumelages. Et donc, on ne fait pas d'amalgame. Le jumelage en question, c'est Yélimané Montreuil-sous-Bois, officialisé depuis 21 ans déjà. Une véritable institution. Est-ce que vous êtes déjà allé à Montreuil? Non. Est-ce que vous avez envie d'aller à Montreuil? Oui. La banlieue parisienne a une longue histoire commune avec le Mali et beaucoup de passions partagées. Retour en France donc à quelques 4500 km au nord de Bamako, à l'occasion d'un repas de quartier. Il y a maintenant près de 50 ans, il y a un Malien qui est arrivé. Et Montreuil a toujours été une terre de solidarité. Mon prédécesseur à la mairie était responsable de la CGT pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons toujours été dans le combat anticolonial. Et ici, évidemment, Montreuil est une ville qui combat le racisme. Alors, la communauté malienne a trouvé sa place. Depuis 5 ans, un programme de développement agricole vietnamo-franco-malien vise à l'autosuffisance alimentaire des populations de la région de Caille. Sur les plus de 11 millions d'euros nécessaires, la participation des Maliens de France représente 10% du montant total. Un projet qui un jour peut-être leur permettra de rester au pays. Dans les villages, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Des vieux, des femmes, des enfants. Les hommes forts, ils sont là. Ce sont, je vais parler familièrement, ce sont des vies délibérément foutues par des gens qui se sacrifient
pour leurs parents là-bas. Et ce projet, il donne des raisons d'espérer aux villageois qui sont là-bas et à ceux qui ont sacrifié leur vie, qui sont ici pour leurs parents là-bas. Et ce projet donne du sens à ce sacrifice. Si on prend la communauté malienne en soi, et nous avons 5 foyers dans la ville, eh bien c'est un facteur de sécurité dans les quartiers où nos résidents maliens se trouvent, et les statistiques sont très claires. La communauté malienne est moins criminogène que la moyenne de la population, ce qui étonne toujours les gens, et surtout les gens d'extrême droite évidemment. Fatou vit aujourd'hui dans un appartement à loyer modéré du 18e arrondissement. Il n'aura fallu qu'une semaine pour que, par miracle, un appartement se libère pour elle. Idem pour les 30 autres personnes rescapées, toutes relogées dans des temps records. Il fallait attendre des morts, il fallait attendre que les gens soient morts pour qu'on soit relogés en une semaine. Il m'a fallu du temps et du recul pour déjà faire mon deuil. C'était la première chose. Et là, maintenant, moi, je veux savoir la vérité, ce qui s'est passé. Pourquoi ma fille, elle est morte? Pourquoi mes frères sont morts? Pourquoi mon cousin est mort? Pourquoi ma voisine est décédée avec ses enfants? Pourquoi eux? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi il fallait qu'eux, ils partent, qu'on soit maintenant, qu'on nous reloge une semaine après? Pourquoi il fallait attendre autant de morts, autant de drames pour qu'on soit relogé? Je voudrais le savoir, je veux savoir. À la suite des incendies de l'été 2005, le gouvernement a annoncé dès septembre la réalisation de 5000 logements d'urgence pour 2006. Un an plus tard, l'objectif porte sur 500 habitations. Or, plus d'un an après, aucune construction n'a été mise en chantier. Nous retrouvons un immeuble insalubre comme la mairie de Paris en recense 1000 dans la capitale. Ici, nous sommes dans le 13e arrondissement. Une fois encore, c'est une autre aberration de la crise du logement. Des hôtels qui n'en ont plus que le nom, tenus par des marchands de sommeil crapuleux, subventionnés par l'État. C'est approximativement le même bâtiment que ceux qui ont brûlé l'été 2005. Même insalubrité, même surpopulation, même exploitation de la misère. Mais ici, en dormant, il y a 5 ici dans cette chambre. Vous m'imaginez un peu? Comment on fait pour ce matin pour aller à l'école, pour se changer, pour faire tout? C'est tout ce qu'on a. Voilà l'espace qu'on a à 5 dans cette chambre. C'est ça qui est après. Sinon, nous, on ne demande pas le miracle. On demande juste de faire une meilleure vie pour nos enfants que nous, on n'a pas eu. Les enfants. On prépare, on lave, on fait tout. C'est la cuisine, c'est la toilette. On fait tout ici. Voilà. C'est toi qui t'es trompé de nom. Comment vous vous organisez? Ah, je m'organise, vous allez voir, il y a une chambre, il y a une petite chambre pour les enfants. Ça, c'est les lits des enfants. Ça, c'est... Les filles dorment ici. Les deux filles? Les deux filles, hein. Et les garçons, ils dorment en bas. Les deux filles en haut? Parce que moi, je dors sur le canapé, voilà. Et le matin, je ferme. Le service social, il m'a amené juste ici. J'étais dans le 10e et là, je suis dans le 11e. Ça fait 7 ans que je suis à l'hôtel avec mes 3 enfants. D'un côté, on va trouver des solutions un peu merdiques pour des gens dont on n'a pas envie de s'occuper, okay? Comme ceux qui crament dans les incendies. Donc on les colle dans des hôtels. S'il faut payer au mois, on paye au mois. Tant mieux. S'il faut payer à la journée, on paye à la journée. Mais de toute façon, on n'a pas du tout envie de loger convenablement. Et d'ailleurs, derrière, qu'est-ce qu'ils pensent en réalité? C'est, oui, mais si on les loge convenablement, il y a tous
tous ceux qui sont bien blancs et bien français et qui votent, qui vont dire « mais moi aussi je veux être logé convenablement ». Oui, bien sûr, il faut que tout le monde soit logé convenablement. C'est normal. J'ai su qu'on payait 1 400 € par mois pour 9 mètres carrés. Alors moi, de ma poche, je paye 518 €. Et la préfecture, elle paye 882 ou... C'est un business très lucratif avec un rendement, un taux de rendement excessivement élevé par des hôteliers qui avant avaient des hôtels meublés, qu'ils ont transformés rapidement en faisant quelques travaux en hôtels de tourisme, agréés hôtels de tourisme. Et les services sociaux qui dans les années 90 logeaient des familles déjà dans des hôtels meublés, ont été obligés de les loger dans les mêmes hôtels, mais cette fois c'était plus du 400 ou 300 € par mois, c'était du 40 ou 50 ou 60 € par jour. Et donc voilà, le prix il a changé. Quand on passe d'un hôtel meublé à un hôtel de tourisme, les prix sont plus les mêmes. Pour moi, voilà. C'est 2835 € par mois. Moi, je gagne 500 €. Comment je peux payer 2800 €? Je ne peux pas. Pourquoi pas une F3 que je peux payer à 600 ou à 700 € que 2800 €. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre et je n'arriverai jamais à comprendre. La logique de dire oui, c'est inadmissible de payer une chambre d'hôtel, réponse oui. Donc, la réponse évidente pour celui qui écoute ce type de témoignage, c'est de dire mais si on lui donnait un logement, ça serait plus simple. Certes, sauf que, bien évidemment, les chambres seraient relogées immédiatement puisque nous avons une demande extrêmement forte de par la pression que reçoit le territoire parisien d'arrivées massives et régulières, soit de demandeurs d'asile, soit de gens en situation irrégulière. C'est une réalité que nous vivons quotidiennement. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut laisser cette famille dans des conditions de vie de la sorte, c'est évident. C'est pourquoi nous avons acheté plus de 30, 40, 50 hôtels aujourd'hui sur le territoire parisien pour éliminer du territoire parisien ces exploiteurs de la misère humaine. En France, d'après le dernier rapport 2006 de la Fondation Abbé Pierre, 50 000 personnes privées de domicile vivent en chambre d'hôtel. La sortie, c'est par là. Quand il y a inondation, il faut voir comment que l'eau coule dans les escaliers. Il faut voir comment que ça coule. On dirait que c'est des robinets. Même les pompiers sont venus, la police sont venus, mais sans résultat, sans rien et sans réponse. Précisons que tous ces clients, entre guillemets, sont en situation régulière, qu'un conjoint au moins travaille et qu'ils ont tous déposé des demandes de logements sociaux depuis plusieurs années. Un an plus tard, les familles des victimes se réunissent pour une marche silencieuse allant de la mairie du 13e à l'immeuble incendié. À la suite d'une enquête, le parquet de Paris a conclu à un acte criminel. Les poussettes d'enfants entreposées sous la cage d'escalier ont été enflammées et le feu s'est propagé dans tout l'immeuble. Nous, on va se battre jusqu'au bout. Tôt ou tard, un jour, la vérité s'éclaterait. Même si dans 10 ou 15 ans, on se battrait pour toujours. C'est tout. C'est ça que j'ai à dire. On ne peut jamais oublier, jamais, on ne peut jamais oublier les enfants et les grandes personnes qui ont décédé dans cet incendie. On ne peut jamais oublier. Il restera toujours dans notre cœur. On ne peut jamais oublier.
Aujourd'hui, il y a 1 an qui s'est écoulé, mais c'est comme si c'était hier, quoi. Parce que tout allait trop vite pour moi. Ma vie a changé d'un seul coup. En 1 semaine, tout a changé. J'ai perdu les gens de ma famille. Il y a des gens que je ne verrai plus. Et tout ça est allé vite. Devant les fenêtres encore calcinées sur une estrade, les parents prennent la parole. Fatouma, à bout de force, s'exprime une dernière fois. Tant de morts pour peu. Nos enfants, nos frères et nos sœurs, comment les oublier? Que Dieu les aide à vivre intensément à ses côtés. Je vous remercie, tout le monde, tous. Je vous remercie de compatir à nos douleurs. Comme dit un adage africain, ne pas oublier le passé. Ne pas oublier le passé, mais ne pas vivre dans le passé, sinon on meurt chaque jour. C'est ce que je vous demande. Et je veux que vous priez. Je vous demande de prier et que la terre soit légère pour eux. Un an après, il y a encore des gens qui habitent dans des taudis. Il y a Aubervilliers, il y a des familles qui sont encore dans des tentes dehors. Et je pense que ça n'a rien changé, quoi.